j'ai commencé ma thèse en janvier 2023, donc il n'y a pas très longtemps que ça. Et voilà, donc je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter un petit peu mes recherches. Merci beaucoup Justine, je passe la parole à Dominique. Dominique Massoni, j'ai une carrière professionnelle en tant que DRH et responsable du développement social de deux grandes entreprises. Et aujourd'hui, je travaille sur la question du travail. Merci à Greg de m'avoir invité pour ce rôle que j'appelle le mur de rebond sur l'intervention de Justine. Voilà, j'ai rencontré Ronnie Sassogu à Sciences Po à Lyon dans un amphi et j'ai décidé après immédiatement, assez immédiatement, de faire des recherches. Je crois que j'étais dans la deuxième promotion de recherche. J'ai gardé bien évidemment contact avec vous très longtemps. Voilà. De recherche-intervention et donc je mène une thèse en partenariat avec une entreprise d'horlogerie de luxe en Suisse. Et donc je vais vous parler un petit peu d'histoire de l'horlogerie, de mon terrain, comment j'interagis avec mon terrain et de mes premiers un petit peu résultats de ma thèse. Donc du coup je vous ai dit que j'étais en thèse de CGS sous la direction de Cédric Dalmasso et Sophie Hoche. Peut-être certains d'entre vous connaissent les noms. Et donc je vais vous parler donc, de la haute horlogerie et comment préserver le bien-être des artisans. Donc ma thèse, les thématiques de ma thèse aujourd'hui se positionnent sur comment réussir à lier le bien-être, l'épanouissement des collaborateurs et la stratégie d'entreprise. Donc pour vous amener avec moi dans ce monde de l'horlogerie suisse, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Je ne suis pas une professionnelle, mais je commence à connaître un petit peu cette industrie particulière. Donc l'horlogerie s'est développée majoritairement en Suisse, autour de Genève, et dans la région qui est d'inclus de l'arc jurassien, qui déborde aussi un petit peu en France, avec des territoires très reconnus comme la vallée de Joux ou la Chaux-de-Fonds. Et donc les horlogers, c'était des artisans qui travaillaient donc l'hiver à leur établi pour produire et concevoir, produire des montres. Donc une montre, aujourd'hui il y a un bracelet, un boîtier, un mouvement. Avant on n'avait pas forcément de bracelet, c'était aussi des montres adossées. Et donc c'est un outil, c'est un produit mécanique. Donc on a un mouvement qui est fait de rouage, de ressorts, de vis en fait qui fonctionne avec une certaine énergie, soit l'énergie du remontoir quand on remonte la montre, soit avec un balancier de masse, donc c'est le mouvement du poignet qui va donner l'énergie. Moi je trouve ça assez fantastique de savoir qu'on peut avoir un objet qui nous donne l'heure et qui a juste besoin de notre poignet qui le balance pour que ça fonctionne. Et donc en plus de nous donner l'heure, minute et même seconde, on a des complications sur les montres qui sont donc le fait par exemple d'avoir un chronomètre, chronographe qu'on appelle, peut nous donner la date, avec aussi par exemple des quantiles perpétuels, et ils peuvent nous donner la date jusqu'à 400 ans précis sans qu'on ait besoin de la changer. On peut avoir aussi des sonneries, les grandes sonneries, les montres peuvent sonner l'heure. Et donc ce sont ces horlogers qui ont créé, conçu toutes ces complications dans ce territoire particulier. Après, l'industrie horlogère suisse est fortement accélérée dans les années 50 et 60, et donc a commencé à s'industrialiser pour venir un peu faire face à la compétition internationale, à la concurrence. Et donc on va avoir des ateliers un peu semi-automatisés, avec cette fois-ci la figure de l'horloger qui disparaît un petit peu et un sentiment de déqualification du métier à cette époque-là. Et ensuite, l'horloger va être complètement bouleversé par la crise du quartz dans les années 70. Donc quartz, technologie inventée en Suisse, mais dont les Japonais vont vraiment se servir pour intégrer la scène internationale. Et en fait, ils vont venir même concurrencer dans les grands prix suisses de chronométrie les montres suisses et les gagner. Et donc en fait, ce sont les montres japonaises qui sont les plus précises. Et ça, c'est fin des années 60. Et donc là, c'est vraiment la marque de l'apogée de la crise. Et donc l'horlogerie suisse commence un peu à baisser. Et donc on va perdre dans cette époque à peu près 70% des emplois, il faut se rendre compte, dans les régions. Donc c'est vraiment une grosse crise qui marque les populations encore aujourd'hui. Et en fait, pour survivre, l'horloger suisse va donc se décaler et vendre quelque chose de différent. En fait, c'est vraiment ses savoir-faire, ses connaissances transmises de génération en génération, donc c'est savoir-faire ancestraux. Et donc ils vont venir un petit peu recréer ces montres à complications et se décaler vers les produits plutôt de luxe. Et c'est ce qui va en fait permettre à l'horloger suisse de survivre. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le plus de montres vendues, mais les plus grandes applications, les plus chères, on va dire. Et donc d'année en année, même si le nombre de montres exportées depuis la Suisse diminue, le chiffre d'affaires augmente. Et donc on produit toujours plus de montres de plus en plus complexes. Et donc c'est cette figure de l'horloger
avec ses connaissances très particulières qui est la marque de fabrique de cette industrie. Donc voilà, c'était un petit peu pour le contexte. Et donc maintenant, je vais vous emmener avec moi dans le monde actuel de la haute horlogerie suisse. Donc ce sont d'un côté des produits, avec des montres qu'on trouve aujourd'hui très design, très esthétiques, et on voit avec toutes ces complications. Donc là, vous avez aussi des exemples de mouvements squelettés, donc c'est le fait de pouvoir voir le mécanisme à l'intérieur. Et à côté de ces produits, ce sont des horlogers, des artisans qui donc maîtrisent ces compétences et ces savoir-faire très particuliers et qui travaillent. Donc il n'y a pas de machine, l'assemblage des mouvements est fait à la main, une main outillée bien sûr. Et donc ils viennent assembler une à une ces différentes pièces. On peut avoir jusqu'à 1000 composants par exemple dans une montre en mouvement. Et donc j'ai commencé à travailler avec cette entreprise en 2022. J'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études de Paris dans cette entreprise pendant 6 mois. Et c'est à la suite de stage qu'on leur a proposé de monter un projet doctoral et un projet de thèse qui semblait très intéressant, qu'on a commencé début 2023. Donc après un peu ce cadrage, je vais vous parler un petit peu plus de méthodologie et comment on interagit avec le terrain. Et donc du coup, pour moi, ça a été vraiment d'abord une découverte. Je ne connaissais pas du tout le monde de la haute horlogerie. Je ne connaissais rien. Quand je suis arrivée dans les ateliers, ils me sortaient plein de mots que je ne comprenais pas. Et donc, pour découvrir ce terrain, je suis allée donc directement sur place au sein des ateliers, me balader et donc observer, regarder comment ils travaillent, regarder comment l'organisation du travail se fait, et discuter avec eux pour qu'ils m'expliquent leur métier. J'ai conduit des entretiens un petit peu informels en discutant de l'atelier, puis après des entretiens plus donc formels, semi-directifs, en sortie d'atelier, 1 heure, 1 heure et demie. J'ai rencontré à 30 à 50% de la population des ateliers de cette entreprise, donc c'est beaucoup de monde avec qui on échange. J'ai aussi passé des questionnaires sur la santé et bien-être au travail. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de se demander quand on arrive chez eux, quelle position on a, comment on se présente, comment ils nous voient aussi. Donc est-ce qu'on vient en tant que chercheur, doctorant, est-ce qu'on vient en tant que... j'étais en stage aussi, donc salarié d'entreprise par exemple, rattaché à une fonction, donc au département RH, département innovation, etc. Et aussi comment on va être vu, est-ce qu'on va être vu comme un allié avec qui venir discuter, échanger un peu de son métier, ou quelqu'un qui vient peut-être de la direction, nous observer, fouiner, voilà, donc c'est quand même des questions qui se posent. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes qui parlaient ouvertement et on a eu des échanges très intéressants. Je pense aussi du fait de ma position de très jeune chercheuse, doctorante, qui avait plus à apprendre d'eux. Et aussi en fait la chance que le terrain soit très disponible, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des enquêtes de production et il faut dire je vais prendre quelqu'un de ta production pendant 1 heure et demie pour discuter avec lui. Donc bien sûr ça va avoir un impact sur la journée de travail de l'équipe et je vais faire ça avec 30-50% de ton équipe. Et donc l'accès au terrain a été vraiment permis aussi par l'entreprise, donc ça c'est un gros plus. Une fois qu'on a récupéré un petit peu toutes ces données qualitatives, quantitatives, il faut ensuite donc les analyser, essayer de modéliser, d'en sortir quelque chose. Donc ça demande beaucoup de travail après derrière. Et là, la question intéressante, c'est de demander est-ce que j'ai pas une certaine subjectivité, et après avoir observé ce terrain, j'ai pas moi-même posté certaines choses, mis certains accès sur des choses en particulier, des thèmes en particulier. En fait, quand on regarde les données a posteriori, il y a des choses qu'on a ratées, qu'on a notées pendant les entretiens et qu'on a oubliées, etc. Donc c'est vraiment prendre le temps de bien analyser ces données sans oublier tout ce qui a été dit et aussi comment faire ressortir ce qu'on a ressenti. Voilà, on a certaines impressions, est-ce qu'on les retrouve dans ce qu'on a noté, dans les chiffres qu'on observe, etc. Et la dernière part que j'ai fait, désolée, je m'excuse pour le bruit, j'espère que ça ne dérangera pas trop. On fait toujours une table de validation auprès des équipes, donc c'est-à-dire une fois qu'on sort ces modèles, ces données, on retourne auprès des managers directs, managers supérieurs, on ne l'a pas fait avec des horlogers directement. Et donc c'est voir si déjà ce qu'on a leur parle, est intelligible pour eux, leur dit quelque chose, va leur servir. Et est-ce qu'on ne s'est pas trop éloigné et on s'est faussé par rapport au terrain, et dans ce cas-là, il faut retourner, pourquoi venir directement reprendre des données du terrain, pour analyser ce qu'on avait déjà. Et après se demander quel impact on peut avoir aussi, parce que là on est dans une recherche-intervention, donc on intervient sur le terrain, on a une position, moi j'ai aussi un poste dans l'entreprise, et donc on va forcément modifier, influencer ce terrain de par les retours qu'on peut faire. Donc voilà, c'est aussi important de se poser la question de quel impact j'ai moi aussi sur ce terrain au quotidien. Voilà pour la
fait partie un peu de mes types d'eau. Et donc maintenant, je vais rentrer dans le cas et je vais vous présenter mes recherches et les résultats que j'ai pu effectuer, beaucoup sur ces 6 mois de stage et toute la mise en forme derrière et les nouvelles données. Alors, donc je vous parlais de lier un peu bien-être et stratégie d'entreprise, donc de manière très globale, quelle est la stratégie d'entreprise aujourd'hui d'une entreprise d'horlogerie suisse. Depuis les années 2000-2010, on a une forte croissance du marché, on a une explosion du marché des montres de luxe et d'ultra luxe. Donc voilà, ça les impacte, il faut essayer de produire plus de montres pour répondre à la demande. On a des clients, on a toujours des exigences de qualité hors normes encore plus importantes, donc c'est des exigences de qualité qui soient esthétiques et aussi techniques, donc il faut maîtriser ces produits-là. Et on a une concurrence forte, où on cherche à obtenir ces nouvelles parts de marché qui s'ouvrent. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est une entreprise plutôt familiale, donc il y a quand même aussi des piliers stratégiques forts pour eux qui sont le bien-être de ses collaborateurs. Ils veulent que chaque collaborateur passe une bonne journée en travail et qu'on puisse permettre l'épanouissement. Donc c'est ce qui en fait un terrain très intéressant pour ma thèse. Et il y a aussi un fort enjeu de préserver et développer ces savoir-faire de haute horlogerie, savoir-faire ancestraux, traditionnels, qui, comme je vous l'ai dit, sont devenus quand même le symbole aujourd'hui de cette industrie. Donc en fait, on va chercher à produire toujours plus de montres d'excellence, mais donc on va venir transformer notre entreprise, que ce soit avec des transformations organisationnelles ou techniques, et il faut réussir à maîtriser les conséquences de cette transformation sur le métier, les compétences et sur le bien-être de la population. Et donc c'est toutes les questions que se pose cette entreprise et auxquelles j'essaie de répondre avec eux. Et donc, comment cette stratégie de croissance en fait, peut se traduire en stratégie industrielle derrière. Donc, on l'a vu pendant les années 50-60 déjà, on a eu une grosse augmentation de production en horlogerie en Suisse. On avait vu que c'était une semi-mécanisation des assemblages mouvements. Et là, aujourd'hui, donc, ça apparaît un peu différent avec l'industrie 4.0 cette fois-ci. Donc, au vu de l'atelier, ce sont des choses très basiques, avec un poste, avec un éclairage adapté, un écran connecté pour avoir les planches de montage, des outils de contrôle qui sont machinisés, mais en toute la partie assemblage, voilà, il n'y a pas de machine, c'est vraiment l'horloger qui le fait à la main. Là où la technologie va être plus impactante, ça va être en amont de cette chaîne, et ça va être dans la conception et l'usinage des pièces. En fait, on va avoir de la conception qu'ils appellent conception robuste. Donc les concepteurs des montres vont concevoir des montres de manière plus poussée, plus précise, et donc vont faire en sorte que les pièces à assembler une fois derrière fonctionneront mieux, que quand on va assembler les pièces, on ait moins de jeu à venir retoucher à la main, etc. Et c'est ce qu'ils appellent la conception robuste, qui associe à un usinage de plus en plus précis, s'avère que en fait, la qualité de précision des pièces que l'horloger reçoit a véritablement augmenté. Donc ça permet d'impacter cette maîtrise de la qualité du produit, cette reproductivité, mais ça simplifie en fait les tâches de l'horloger, vu que toute la partie qui est qualifiée comme cœur de métier, qui est venir retravailler, retoucher les pièces, va un petit peu disparaître et s'améliorer. Et ensuite on va avoir des impacts ici au niveau de l'organisation. Donc de fait, cette conception robuste, on va pouvoir en partie séquencer l'assemblage des mouvements. Et donc on va avoir sur les montres les plus simples, à moins de complications, un séquençage au sein des ateliers. Donc un horloger ne va plus travailler de A à Z sur l'assemblage de l'ensemble de la montre, mais va réaliser en fait une petite étape. Et donc tous ces impacts vont venir toutes ces transformations vont venir impacter que ce soit les compétences et on va voir le bien-être de notre population. Alors j'essaie de vous modéliser de manière assez simple la structure de la production dans une entreprise d'horlogerie. Donc on a différents ateliers que j'ai classés en fonction de des dimensions, la complexité de l'activité réalisée dans cet atelier, le nombre de personnes qui vont travailler au sein d'un atelier. Donc imaginons, avant, on aurait eu 3 ateliers très simples, un atelier en bas qui produit les montres les plus simples, sans forcément de complications par exemple, qui étaient très peu séquencées. Et plus on va vers le haut, on va au haut de la pyramide, c'est l'atelier où l'horloger fait toujours sa montre de A à Z, la grande complication où il prend plusieurs mois pour la réaliser à lui tout seul, donc c'est un gros travail. Et donc maintenant, si on regarde les impacts des transformations en cours sur cette pyramide, ben on voit qu'on a beaucoup plus de montres. Donc cette pyramide s'est complètement élargie parce qu'il faut produire plus de montres. On l'a vu, on a baissé la complexité de l'activité, mais à tous les niveaux, par la conception robuste, et ensuite on a transformé l'organisation parce qu'on a séquencé dans les ateliers les plus simples la production. Et donc on voit que pour un horloger au sein de cette production, il se voit dans une organisation complètement transformée, un certain bouleversement, et donc comment lui se positionne maintenant au sein de ces organisations.
Et donc on va maintenant étudier les impacts sur son bien-être. Alors, qualifier le bien-être d'une population est assez complexe. Qu'est-ce que le bien-être d'une personne au travail au quotidien? On sait que le bien-être du travail et personnel n'est jamais complètement dissocié. Et donc c'est vraiment en discussion avec les personnes et par méthode inductive qu'on a identifié les 3 piliers très importants de bien-être pour la population. Ces piliers, ce sont dans un premier temps le cadre de travail. Donc je travaille dans un poste agréable, avec des collègues, avec une entreprise avec une certaine sécurité, etc. Et donc ça, le cadre de travail est vu comme excellent par tout le monde dans l'entreprise. Voilà, on est une entreprise qui veut mettre en avant le bien-être et l'épanouissement de ses collaborateurs. Donc ils ont déjà mis en place en fait tout ce qui existe aujourd'hui pour faire cela. Le deuxième pilier qu'on a identifié, c'est la maîtrise des compétences très particulières d'horlogerie. Le fait de connaître, je sais assembler telle étape de ma montre, telle complication, etc. Donc la maîtrise de plus en plus de toutes ces compétences. Et le dernier pilier d'évolution, c'est les piliers de bien-être, sont les perspectives d'évolution. Le fait qu'aujourd'hui je sais quel poste j'ai, mais j'ai la possibilité d'évoluer demain vers tel poste et en fait d'apprendre de nouvelles compétences et on revient à la maîtrise de ces compétences particulières. Donc voilà, le fait de pouvoir évoluer au sein de cette organisation, de cette entreprise. Alors, on a confronté ça au résultat d'un questionnaire qu'on a passé, qui s'appelle le COPSOC, je ne sais pas si vous connaissez, sur la satisfaction, la question de la satisfaction au travail, êtes-vous dans l'ensemble satisfait de votre travail? Donc on a eu des résultats excellents de la part des collaborateurs. On a majoritairement des très satisfaits et satisfaits, quasiment aucun insatisfait. Quand on compare ces résultats avec les résultats dans d'autres entreprises, ils sont vraiment au-dessus de la moyenne. Ça, c'est excellent. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder en détail dans les différents ateliers quelles a été les réponses. Et donc maintenant, si on compare, alors là, je vous présente 3 ateliers. De l'atelier A à l'atelier C. L'atelier A, c'est les montres les moins complexes, où le travail est le plus séquencé. L'atelier C, on va vers les montres à la complication, très peu séquencées. Donc, de manière naturelle, on voit que la partie vert foncé, très satisfait, augmente progressivement. Plus on va vers un métier complexe, non séquencé, plus on est très satisfait de son travail. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre. Là où nous, on a eu une grande surprise, c'est sur la partie d'insatisfait. On ne trouve aucun insatisfait dans le travail le plus séquencé et le plus simplifié. Et les insatisfaits vont apparaître là où le travail est le plus complexe et moins séquencé. Donc on se dit pourquoi ce n'est pas la réponse à laquelle on s'attendrait de la part du souterrain. Et donc en fait, on se rend compte qu'il va falloir creuser plus loin que juste le poste de travail. Donc sur le questionnaire, le cadre de travail et les compétences utilisées au poste sont balayées, mais pas du tout les perspectives d'évolution. Donc en fait, quand on est rentré dans les détails du questionnaire, le sens du travail augmente plus on fait un travail complexe, mon autonomie avec, les contraintes quantitatives, etc. Donc mon vécu professionnel. Et en fait, rien n'expliquait cette part d'insatisfait. Donc en fait, on a décidé d'étudier les dynamiques de carrière pour comprendre d'où venait cette insatisfaction. Et donc, quand on étudie les dynamiques de carrière, alors avant, dans cette organisation simple, on avait une carrière très linéaire. On savait quelle étape on devait faire et par quel atelier on devait passer et évoluer. Maintenant, on se retrouve face à un chemin beaucoup plus complexe. Quel chemin prendre d'évolution quand on est horloger dans cette entreprise? Et surtout, est-ce qu'on a une échelle de mesure qui nous permet de représenter un peu cette évolution? Et en fait, l'entreprise est encore en transformation. On est en transformation continue, importante depuis 10, 15, 20 ans. Et en fait, cette pyramide n'est pas du tout fixée. Elle va continuer à bouger et à évoluer. Donc, comment on stabilise une certaine carrière? Et donc, on a pris la décision, avec donc, les équipes et les chercheurs, de prendre comme référentiel de l'évolution les compétences et la complexité du poste occupé, qui nous semblait une bonne façon. Et donc, on a co-construit avec les équipes une échelle de 1 à 12 de complexité technique du poste de travail. Et on est venu placer l'organisation en fait sur cette échelle. Donc l'atelier A, en bas de l'échelle, les postes les plus simples, les plus séquencés. Puis plus on va vers les ateliers compliqués, le petit carré tout en haut, c'est je suis horloger seul et j'ai fait une montre en 10-12 mois, tout seul. Voilà, c'est vraiment compétence en main. Et en fait, on se rend compte que on a un atelier, l'atelier C, il est isolé géographiquement des autres. Donc en fait, on ne déménage pas pour aller travailler dans l'atelier C, on reste dans le centre de production où on est. Et donc l'atelier A a des perspectives d'évolution très fortes, avec l'atelier B qui est juste l'étage au-dessus de lui. Déjà, au sein de son atelier, il peut évoluer sur les différents postes qu'il y a dans l'atelier, puis après, il peut aller vers les projets plus complexes. Mais l'atelier B a très peu de chances d'évoluer vers l'atelier très complexe, vu qu'en fait il faut presque attendre un départ à la retraite pour y aller.
Ça représente une dizaine uniquement d'horlogers sur l'entreprise. Et l'atelier C, pareil, il a un certain plafond vert des produits qui sont pris dans son atelier. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont dans des dynamiques de carrière complètement bloquées, qui n'ont pas de possibilité d'évolution. Et en fait, ils sont insatisfaits parce qu'ils ont l'impression d'avoir appris tout ce qu'ils peuvent apprendre, ils veulent faire plus, et ils se retrouvent bloqués. Et donc, je vous parlais en début de lien entre bien-être et stratégie d'entreprise. Donc, on a essayé de trouver un chemin qui pouvait lier les deux, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est pas lié, donc c'est un peu dense, on va faire point par point. Si on commence tout au côté vert, le bien-être horloger, donc on a qualifié ce bien-être selon différents piliers, et il y en a un, donc c'est les perspectives d'évolution et les compétences que j'utilise au quotidien, et il dépend en fait de l'évolution des charges besoins en compétences horlogères, et donc l'évolution des ressources humaines, est-ce que je fais évoluer, je forme, j'affecte, je recrute. Et donc, en fait, tout ça va déterminer le métier que dans l'année, le poste que va occuper l'horloger. Et ça, en fait, c'est complètement contraint par les montres que j'ai décidé de produire, donc le volume de montres associé à une certaine complexité technique, et donc le plan de collection de mes montres. Donc, en fait, quand je décide les montres que je produis, comment je les produis, dans quel atelier, je contrains complètement mon jeu d'évolution en fait, pour ces personnes et d'apprentissage. Et il serait intéressant de se demander, mon plan de collection, je le réfléchis en fonction de la stratégie d'entreprise, donc en fonction de mon client, de mon marché, des compétences que j'ai en interne aussi parfois. Est-ce qu'il pourrait être réfléchi en ajoutant une certaine dimension qui serait donc ce bien-être des collaborateurs, cette possibilité d'épanouissement, et donc en fait de venir le prendre en compte 10 ans à l'avance, qu'est-ce qu'on a envie de produire. Voilà, sur cette ouverture, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vais laisser Dominique réagir. Vous m'entendez ou pas? Moi je ne m'entends pas parce que j'ai une otite et je ne sais pas. Mais si vous m'entendez, c'est mieux. Je parle plus fort, plus faible au niveau là. Donc d'abord, merci Justine. C'est toujours un plaisir finalement d'ouvrir un livre qui est un univers qu'on explore dans le cadre d'une enquête. Et à chaque fois, on découvre tout un monde. C'est le monde de l'horlogerie. Personnellement, je n'en avais absolument aucune idée avant que Justine me présente ce cas. Donc merci. Moi, je vais revenir sur 2-3 points et puis c'est surtout dans une logique d'échange avec la salle. Justine a beaucoup évoqué la question déjà de la place, de l'enquêteur, du chercheur, et donc j'ai à la fois envie de lui poser des questions, parce qu'elle a posé des questions, mais peut-être qu'on aille un peu vers des réponses, et puis surtout qu'on ait un échange avec vous là-dessus. Déjà sur ce premier chapitre de la place de celui qui aborde un terrain, de celle qui aborde un terrain. Donc la première, tu as évoqué l'idée de maîtriser sa subjectivité. C'est une question qu'on se pose tous quand on aborde un terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment justement tu as, je dirais, contourné cet obstacle ou au contraire aménagé cette affaire? D'accord. Ça fonctionne? Oui. Merci déjà de remonter à poser ces questions. Alors, j'ai eu la chance pendant les 6 premiers tourastages déjà d'être en binôme, donc nous étions à 2 sur ce terrain à discuter. Donc déjà quand on est 2, on a tous des avis un peu différents et des perceptions différentes, donc ça permet déjà de confronter et d'ouvrir, et chacun a remarqué et perçu le terrain de manière différente, et donc en discutant, en échangeant, on peut un peu sortir de cette subjectivité-là. Ensuite, on rajoute notre maître de stage qui est maintenant mon directeur de thèse, donc on amène une 3e personne à qui on présente les données, qui n'est pas venu avec nous sur le terrain, même s'il y a travaillé pendant quelques années déjà. Voilà, il voit d'autres choses, il observe d'autres choses. Donc en fait, c'est déjà, je pense, par des discussions avec des collègues de travail qui on va avoir un œil neutre ou un œil différent. Est-ce que tu le confrontes aussi avec les personnes du terrain? Voilà, et là, donc la deuxième partie, c'est par rapport au terrain. Donc on est suivi par des personnes qui suivent le projet, et donc dès qu'on leur présente, ce qui est extrêmement riche, c'est leurs réactions. Quelles sont les réactions quand on leur présente nos recherches, nos résultats, et toutes ces réactions sont vraiment une source très riche à étudier, parce que voilà, ça fait partie de nos données collectées aussi, et donc en fait on a les réactions des personnes
qui viennent nous pousser plus loin, nous faire revenir en arrière sur nos recherches. Et par exemple, un exemple. Alors, souvent, quand cette présentation, je n'ai pas beaucoup de personnes en entreprise, la réaction c'était je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Et donc, par exemple, quand on a construit ensemble l'échelle de complexité, nous, on avait un certain avis après être passé auprès des personnes, et ils sont tous venus nous voir et nous dire attention, mais là, vous n'avez pas compris ce qui est en jeu, en fait, c'est pas telle activité qui est plus complexe que celle-là, parce que vous n'avez pas capté que tel détail venait vraiment complexifier la tâche, etc. Ou alors, nous, on était partis sur une évolution assez linéaire au cours des années, ils ont dit mais attention, avec les nouveaux produits, cette tâche-là est beaucoup plus simple, il va falloir la baisser, donc on avait tout un jeu de discussion, par exemple, sur la construction de l'échelle qui a été très intéressant. Et c'était marrant de voir que en fait, les personnes du terrain n'avaient pas forcément le même avis, que ce soit donc les horlogers directement dans les ateliers entre eux, et en fait entre les sites. Par exemple, entre le site qui n'est pas géolocalisé au même endroit, donc les échanges en fait, la vision du travail n'est pas forcément la même entre les deux sites. Et donc déjà, réussir à construire une échelle identique sur ces deux sites était très complexe, vu qu'ils n'avaient pas la même vision de leur travail, le même positionnement d'eux-mêmes à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a un effet, tu as parlé après de l'impact effectivement de l'enquête sur la compréhension de leur univers, sur la transformation aussi de cet univers. Est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus sur l'impact, en fait, d'avoir validé l'échelle qui donc a été validée par toutes les personnes de l'équipe, c'est qu'ensuite, quand on présente des résultats sur cette échelle-là, une fois qu'elle est validée, les résultats sont soit pas vraiment discutables, donc ils sont d'accord sur le fait que c'est classé comme ça, donc quand on montre les résultats, ils sont obligés de dire bon ben oui, en effet. Et donc, ce qui a permis, ça a déjà permis une discussion entre les sites, par exemple, de positionnement par rapport à leur activité. Donc ça a eu un impact. Et aussi, en fait, par rapport aux dynamiques de carrière, donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas, pour eux, ils s'attendaient à ce que les postes, comme nous, les postes les plus simples et séquencés soient là où il y a le plus de problématiques. Et donc ça leur a fait vraiment beaucoup se poser des questions quant à leur formation en interne, leur gestion des carrières, dynamique des carrières, et donc c'est toute une partie qui est en développement, qui existait déjà, mais qui va continuer à se construire suite à notre étude. Donc c'est des projets auxquels je participe actuellement dans l'entreprise par exemple. Peut-être un autre point sur le paradoxe qui a été soulevé, effectivement, qui est le degré d'insatisfaction inattendu de ceux qui maîtrisaient les métiers les plus complexes, qui auraient pu être les seigneurs de l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, enfin, c'est pas un avis tout à fait personnel, mais c'est ce lien que tu as fait avec le métier, la maîtrise du métier et la construction de parcours de carrière. Plutôt que d'être dans une logique que j'appellerais un peu statutaire, de parcours de carrière en fonction de coefficients, de niveau hiérarchique, qui est de caler finalement la maîtrise de la complexité des compétences acquisites et la construction en cours, en tout cas, de parcours de carrière inattendus. Bien sûr, il y a des personnes qui sont à leur poste de travail, qui sont très heureuses de leur travail, qui n'ont pas forcément envie d'évoluer, qui sont bien dans cette sécurité, cette connaissance. Mais en fait, on se rend compte que dans le profil des horlogers, c'est une minorité et la majorité ont besoin que ça bouge, que ça évolue, qu'il y ait une nouvelle chose. Ce qui est intéressant, on a beaucoup étudié, je n'ai pas présenté là, c'est les jeunes en sortie de formation. Donc il y a des formations horlogères très précises sur les territoires suisses. Et cette formation ne s'est pas forcément encore adaptée à la transformation industrielle du secteur. Et donc on a des jeunes qui vont arriver dans les entreprises, qui vont se retrouver sur un poste au début, donc dans un atelier un peu séquencé, et on va avoir une certaine désillusion qui va accompagner ces jeunes qui rentrent dans le secteur. Et donc en fait, il y a une compréhension progressive qui se fait de la part des équipes de dire bon, en fait cette étape elle est obligatoire pour moi, il faut que je passe par là, c'est le chemin, je dois commencer par le début pour pouvoir faire plus. Et donc en fait on a une réelle attente qui se développe du fait de pouvoir faire plus et d'évoluer. Et donc au début, il écrit une petite partie de
de l'assemblage de la montre, ils vont en apprendre progressivement plus. Et donc c'est très important pour eux qu'on leur donne cette possibilité d'apprendre et de faire plus, parce que sinon ils vont se sentir bloqués, ils vont avoir l'impression qu'il y a peut-être seulement 10-20% des compétences qu'ils ont apprises dans leur formation qui sont utilisées au jour le jour, alors que ce n'est pas ce qu'ils avaient envie. Et tout le monde en fait rêve, quasiment tout le monde rêve de cette place un peu d'élite, de prestige, qu'elle soit dans la production des montres complexes ou... Je ne vais pas parler de services d'après-vente, réparation et de restauration, c'est les équipes avec qui je travaille en ce moment, je poursuis cette étude sur les équipes de services d'après-vente et de restauration. Donc tout le monde rêve de cette place, donc soit de production de montres très complexes, soit de restauration des montres anciennes, où là ils ont même, par exemple, ils doivent eux-mêmes usiner leurs pièces qui n'existent plus en production. Voilà, donc en fait, le problème c'est quand tout le monde rêve de ça, comment on leur permet quand même d'avancer quand les places ne seront pas disponibles pour tout le monde de toute façon. Et comment on leur permet ? C'est toute la question à laquelle on essaie de répondre. Et bien en fait, ça peut être en diversifiant nos produits. Par exemple, et donc je voulais savoir si ce passé-là historique, enfin des origines du métier, est revenu en question avec le Covid ou avec peut-être les aspirations nouvelles des salariés sur le bien-être, ou pas du tout. Le côté manufacture, apprendre du bien-être lui-même, ne remet pas en question. Merci. Merci pour votre question. En effet, j'en ai pas parlé au début, donc c'est pendant l'hiver, quand les activités de paysans étaient à l'arrêt, donc ils produisaient des montres pour les descendre ensuite l'été et les vendre sur les marchés. Alors, ils ont tous assez mal vécu la crise du Covid et le fait, alors même si ça n'a pas du tout impacté leur secteur et leur industrie, le fait d'être chez eux, à attendre et de ne pas pouvoir, parce qu'en fait ils n'ont pas pu produire chez eux, hein, c'était uniquement possible dans les manufactures et sur place, et donc c'était donc extrêmement triste d'avoir arrêté leur production. Et donc le premier jour où ils ont demandé à des volontaires de revenir, à 6h du matin, à l'ouverture il y avait la queue. Et tout le monde voulait absolument, c'est ce qu'ils m'ont raconté, je n'étais pas là encore, voilà, tout le monde voulait absolument reprendre son travail et être là pour le faire. Et ils ont dans ce qu'ils qualifient comme important pour eux, c'est aussi l'équipe, la discussion, voilà, les ateliers sont très calmes, il y a très peu de bruit, mais ils échangent entre eux, ils discutent au quotidien et cet esprit est important. Les plus passionnés ont acheté des établis pour en faire le soir chez eux. En plus, continuer à monter des montres et par exemple, il y en a un qui peut en faire une pour sa fille et qui la monte toute seule pendant les week-ends le soir. Mais c'est plus une passion solitaire, ils apprécient énormément quand même le fait d'être dans les manufactures entre eux au quotidien et pendant le Covid, on ne leur a pas donné la possibilité de continuer l'activité chez eux. D'autres questions ? Merci beaucoup pour votre présentation, elle est vraiment très intéressante. Moi j'ai deux questions qui sont complémentaires. La première, c'est comment vous expliquez l'intérêt de cette direction d'entreprise pour le bien-être de ses salariés, au-delà des mots et des intentions. On a l'impression que c'est assez réel. Voilà, et je ne constate pas ça partout, donc c'est ma première question. Et la deuxième qui est liée, c'est qu'est-ce qui a été fait de vos suggestions, recommandations, comment c'est mis en œuvre éventuellement, comment ça a été accueilli déjà? C'est encore une entreprise qui est restée familiale et qui est détenue par les petits-enfants des fondateurs de la marque. Donc je pense que c'est eux au conseil d'administration qui portent cette voix et qui gardent cet intérêt très fort et qui veillent à ce que ce soit pris en compte. C'est une entreprise qui a vraiment gardé cet esprit familial, même si elle a beaucoup grandi aussi au cours des dernières années. Ils ont gardé des habitudes très familiales et ils se le disent, on est une famille. Et ils essaient au mieux de conserver, même si voilà, ça devient de plus en plus difficile. Plus on grandit, plus c'est compliqué. Et donc ce sentiment vient de là, et donc je pense que c'est une tradition qui s'est gardée, qui s'est poursuivie, et une mise en place progressive un peu de cette continuité de comment cela fonctionnait avant et comment on veut que ça fonctionne dans le futur. Voilà, c'est le détail que je peux vous donner sur ça. Et par rapport donc aux recommandations et qu'est-ce qui s'en est passé après, malheureusement, entre la fin de mon stage et le début de ma thèse, il s'est passé 6 mois de pause, des contrats, etc. Ça prend toujours un peu de temps entre la France et la Suisse. Et donc pendant 6 mois, il y a eu un trou, je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé à la fin des résultats du stage.
Et quand je suis revenue, il y avait différentes initiatives un peu qui s'étaient montées dans l'entreprise suite à la connaissance assez forte de ce qu'attendaient les équipes de manière précise, que ce soit côté RH, comme je vous l'ai dit pour la gestion du carrière, etc., mais aussi pour peut-être la construction d'outils, pour pouvoir avoir un pilotage stratégique qui prenne en connaissance de l'impact en fonction de notre contenu sur les compétences qu'on a derrière, donc la construction d'outils de ce genre aussi. Et ensuite, en fait, la continuité de dire bon, cette étude a été hyper intéressante, on vous reprend 3 ans et on veut la faire sur d'autres équipes. Donc, on ne peut pas parler des carrières horloger sans parler du service après-vente. Donc, la prochaine étape, on va regarder ce qui se passe au service après-vente, à la restauration. Là, on passe sur des enjeux plutôt internationaux et mondiaux, parce que la production est uniquement en Suisse, mais ça représente pas forcément, etc. Donc c'est aussi dire, voilà, il y a des choses intéressantes à voir, on va continuer. Et je pense que ça, c'était quand même un très gros retour. Oui, merci pour votre intervention. Moi, j'avais 2 questions parce qu'au début, vous avez parlé d'artisanat. Donc moi, je voulais savoir quel est un peu le statut, j'allais dire, juridique de ces personnes. Je fais l'hypothèse qu'aujourd'hui, elles sont plutôt des salariés. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une espèce d'éthos de l'artisanat qui quelque part irrigue les comportements, les pratiques, les aspirations de ces salariés? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas là quelque part quelque chose qui se transmet plus ou moins inconsciemment, hein? Et la deuxième question, c'est que à travers les photos qu'on a vues, et notamment celle-ci, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un monde uniquement masculin. Est-ce que quelque part, ça aussi interpelle les questions que vous vous posez? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Dans un premier temps, j'ai parlé d'artisanat, donc aujourd'hui effectivement ils sont salariés et on parle pas mal dans l'entreprise aussi de métiers d'art. Voilà, donc il n'y a pas que les horlogers, il y a aussi tous les décorateurs des pièces. Les pièces sont décorées, sont polies, sont anglées, donc il y a des polisseurs, des angleurs, on fait du perlage, etc. Et donc il y a un fort côté artisanat qui se ressent dans l'entreprise. Et vous parlez de transmission. En fait, quand on regarde les formations se font très souvent à l'établi. Donc vraiment dans l'atelier, en discussion, je te transmets mon savoir, mes connaissances, je te montre, et pas en sortie, voilà, dans une classe comme ça, ils l'ont fait pendant 3-4 ans pour leur diplôme. Mais après, en fait, on parle beaucoup de formation cachée, voilà, de formation quotidienne, et de cette transmission. Et donc en fait, ça se ressent dans leur métier parce que quand ils en parlent avec une certaine passion. Je disais, il y en a qui le font après le soir chez eux, en plus encore plus comme un métier, comme une activité autre, une passion. Et donc oui, c'est pour ça que j'aime bien qualifier ce métier de métier passion, et ça se ressent en discutant avec eux. Ce n'est pas que leur métier, ils adorent les produits, ils adorent les montres, ils adorent nous expliquer toutes les complications, les fonctionnements, nous faire comprendre tous ces mécanismes très complexes. Donc voilà, la limite est floue entre artisans et salariés. Et là, les hommes et les femmes, c'est ça la deuxième question. Alors, ce n'est pas un monde 100% masculin, l'horlogerie. Il y a même parfois plus de femmes. On peut trouver des ateliers où il y a 60% de femmes, 100% d'hommes. Elles ont une histoire très particulière dans l'horlogerie. Les femmes, elles étaient souvent qualifiées des petites mains. En fait, quand j'ai lu pas mal de livres sur l'évolution de l'horlogerie, on leur donne des qualités donc, de minutie, de patience, et donc elles peuvent faire ce travail de petites mains, plus à la chaîne en fait, et venir assembler très vite certaines parties, alors que quand on parle d'artisan horloger, la figure de l'homme ressort, avec les mêmes qualités de minutie, d'expérience, etc., mais qui sont parlées de manière très différente. Et donc c'est lui qui a la connaissance de la complexité du mouvement, etc. Donc effectivement, quand on regarde l'histoire, il y a une différence entre la place de l'homme et la place de la femme dans cette industrie. Aujourd'hui, voilà, on croise des deux dans les ateliers. Il y a encore... Il y a une permanence de ces rôles, justement? Non, elle est en train d'effacer, de toute façon, c'est en train d'être effacée progressivement, bien sûr, après... l'héritage est toujours lourd et pour s'en débarrasser, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais non, aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes dans les ateliers qui travaillent main dans la main, et les femmes essaient de se faire une place aussi au même titre de
grande maîtrise de l'horlogerie et se faire recevoir les mêmes qualités et peuvent arriver dans les ateliers de restauration, dans les ateliers de grande complication, on trouve aussi des femmes aujourd'hui. J'aimerais bien avoir une précision. Merci pour votre présentation. Et c'est juste envie de savoir par rapport à votre triangle, les deux triangles de la structure et l'évolution de la manufacture. Est-ce que les ateliers aujourd'hui se sont organisés différemment parce que la structure, le processus évoluait? Donc la direction a décidé de créer un nouvel espace, créer de nouveaux ateliers, etc. Ou ce n'est pas forcément le cas? Est-ce que vous avez aussi noté en fait l'importance par rapport à ces espaces? En fait, la transformation des espaces s'est faite de manière très progressive et a été en fait contrainte par le fait de vouloir produire plus et des produits qu'on décide de faire dans l'entreprise. On n'a pas eu une volonté de transformer les espaces, ça a été une conséquence en fait, de l'optimisation des processus, du nombre de monde qu'on produit au quotidien. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ces espaces sont transformés, il n'y a pas eu de volonté. Parfois, ça peut être tout simplement, on avait un chef d'atelier, il part à la retraite, son atelier va disparaître, on le remet un peu dans l'un, remet un peu dans l'autre. Donc il y a vraiment plein de différents petits événements qui peuvent faire cette transformation et c'est pour ça que souvent elles ne sont pas maîtrisées et on ne sait pas exactement ce qui va se passer derrière quand on prend ces décisions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et merci aussi, hier on disait que l'entreprise n'était pas un modèle homogène, vous dites aussi très bien que les salariés qui ont fait des restitutions, ils n'ont pas tous les mêmes réactions, qu'il y a aussi de la diversité, de la nuance dans les équipes, dans les salariés. Je trouvais ça, vraiment intéressant de le rappeler. Moi j'ai deux petites questions. Dans la suite de ce qui a été posé sur la question de la place des femmes, est-ce que vous avez répondu pour les salariés dans la direction entreprise familiale, dans le CA, quelle est la proportion de femmes au niveau des instances de direction? Et le deuxième point, c'est que vous avez évoqué un élément qui me semble assez intéressant aussi sur la formation, puisque vous dites en fait que finalement les jeunes entrants dans l'entreprise ont suivi des formations qui n'ont pas évolué avec l'évolution du métier, et donc finalement il y a des désillusions comme vous le dites. Est-ce qu'il y a, d'une part, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes retourné vers l'organisme de formation ou le centre de formation? Et est-ce qu'il n'y a pas des leviers finalement aussi un peu stratégiques à jouer sur cette dimension-là? Merci beaucoup. Merci à vous pour la question. Pour la part homme-femme côté manager, je n'ai pas du tout les chiffres en tête et de direction. Je sais qu'il y en a au conseil d'administration. Je ne pourrais pas vous répondre dans les détails, les nombres. Désolée, je n'ai pas les chiffres là. Mais il y en a. et après, par rapport... Non, il y en a dans les RH pour la communication. Un peu moins dans les chefs côté production, mais non, il y en a. Et après, par rapport à la question de formation, c'est une question que je me suis posée, d'aller voir. En fait, il y a une école technique vraiment tout près de l'entreprise dans laquelle je travaille, et qui donc serait intéressant de discuter aussi avec les professeurs et leur vision. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Je suis en contact avec un anthropologue qui a vraiment fait une réflexion, une thèse sur les questions de transmission dans le métier, l'impact de la formation, et donc je dois le rencontrer prochainement pour discuter de son travail. Lui, il a été à suivre des écoles pendant plusieurs temps, a énormément changé avec les professeurs. Et il y a clairement un enjeu stratégique. Ils sont progressivement en train de faire évoluer cette formation. Donc aujourd'hui, il y avait le titre d'horloger. Maintenant, ils commencent à donner le titre d'horloger de production. Donc ils changent le titre sur les 3 ans, donc ils changent un petit peu les modèles. Donc en fait, la formation horlogère, c'est 3 ou 4 ans. 3 ans aujourd'hui pour être horloger de production, 4 ans pour être horloger gravilleur, qui est le titre qu'on donne à un horloger de service après-vente, normalement. L'horloger gravilleur, il raville la montre. Et voilà, donc il y a des questions et je pense que c'est une des pistes que je vais creuser prochainement. Il y a juste quelques questions aussi en ligne, donc que je vais relayer. Donc l'une porte sur vous avez évoqué un binôme sur le terrain. Donc les personnes vont en savoir un peu plus en fait, comment ça fonctionne et quelles applications, etc. Donc ça c'est la première question. La deuxième c'est le compagnonnage en fait. De savoir si vous avez pu voir aussi une dynamique du compagnonnage, puisque
On parlait d'artisanat tout à l'heure, ou pas, notamment dans les aspects de lien entre la stratégie d'entreprise, le bien-être au travail, si cette dimension-là, l'éducation. Merci beaucoup pour avoir transmis ces questions. Alors, question du binôme. Donc, en fait, j'étais en master sciences de gestion en ville de Paris et notre stage est imposé en binôme. Nous n'avons pas le choix. Donc, dans ma promotion, nous étions 11. Il y avait 6 stages proposés. On n'a pas le choix du stage non plus. On choisit parmi une liste de stages. Et donc, j'ai gagné ce stage à la pile ou face. Donc, l'histoire s'est jouée avec beaucoup de chance. Donc, nous sommes partis à deux à travailler pendant 3 mois pleins sur le terrain, quasiment 6 mois ensemble. Travailler à deux tout le temps sur les mêmes questions au quotidien, ce n'est pas toujours facile. Voilà, ça demande beaucoup de discussions, d'échanges. J'en parlais, on n'a pas du tout forcément les mêmes visions, etc. Et la personne n'a pas décidé de rester là dans ce secteur après. Elle fait autre chose aujourd'hui, elle fait du conseil aujourd'hui. Voilà. Mais nous ne sommes pas battus pour rester. On avait chacun des visions différentes. Ils ne pouvaient pas forcément faire de thèse. Moi, ça m'inspirait. Je trouvais que ce terrain était intéressant. Mais voilà, donc on a vraiment travaillé main dans la main pendant tout ce temps-là. Et je pense que même si au quotidien, c'est des efforts à faire sur soi-même, ça n'en donne que des résultats plus riches. Parce que on a 2 visions qui vont être portées et qui vont s'entrecroiser. Et donc, c'est quand même très intéressant. Et après, pour la partie compagnonnage, donc il y a des associations d'horlogerie en Suisse, des familles, en fait, des générations entières qui sont dans le métier, qui cherchent à le préserver, le valoriser comme ils peuvent, comme je dis, qui ont été aussi beaucoup marqués par la crise du quartz et ce métier qui a presque failli disparaître quand même de ce pays. Et donc oui, il y a un certain compagnonnage autour de ces associations-là. Il y a des horlogers qui en sont membres, qui participent au quotidien. Il y en a qui ont même des postes à responsabilité dans les recherches et développements, des départements comme ça dans les entreprises. Donc oui, voilà, c'est une structure qui existe et il se fédère autour de ce métier. Complémentaire sur le compagnonnage, sur l'aspect masculinisation ou pas, si à votre avis ça avait une influence sur le genre. Je n'ai pas d'avis sur cette question et je ne pense pas avoir assez de données pour y répondre et donc je ne voudrais pas en faire une réponse facile. C'est une question ouverte. Oui, voilà, une question à réfléchir. J'aimerais bien vous interroger sur votre méthodologie, parce que vous êtes sous-chef d'unité en sciences de gestion. On ressent des rapprochements avec la méthode sociologique, dans les entretiens, l'observation participante, etc. Si vous avez des connaissances sur la méthode sociologique, qu'est-ce qui différencierait les deux approches? Est-ce que dans l'analyse de contenu, par exemple, il y a des différences ou pas? Alors j'ai encore un petit peu de mal à faire la différence entre les méthodologies, les sciences de gestion ou sociologie. Je trouve que souvent elles sont assez proches et je pense, en fait je suis arrivée très tardivement dans ce secteur. Moi j'ai fait une autre école d'ingénieur avant, je faisais de la biotechnologie, etc. Donc je suis dans le monde des sciences de gestion depuis très peu et donc je n'ai pas les nuances encore pour réussir à différencier les différentes méthodos et approches. J'ai quand même pas mal suivi ce qu'on m'a dit un peu de faire aussi et tous les conseils qu'on m'a donnés. Mais c'est vrai qu'après, en faisant des recherches bibliographiques, etc., vous tombez très souvent sur des articles de sociologie avec les mêmes thématiques. Peut-être que d'autres personnes pourront avoir une réponse plus complète sur ces différences-là et une meilleure maîtrise. Je n'en ai pas connaissance aujourd'hui. Peut-être que demain, on pourra attendre. Moi, j'ai une question un peu dans la continuité de la question sur le compagnonnage et sur la question des sciences de gestion. J'ai été interpellée par cette idée de formation cachée, qui est une ressource essentielle. Et la question que je te poserai, c'est qu'est-ce qui permettra de la préserver, cette formation cachée, ou qu'est-ce qui pourrait la menacer en termes de gestion du temps, d'indicateurs de l'entreprise, dans une logique de gestion rationnelle pourrait être tentée de mettre en place. Alors, il y a une première question qui se pose, c'est la valorisation de cette formation. Du fait qu'elle soit invisibilisée, elle n'est pas valorisée. Et les acteurs qui sont vus comme des formateurs au sein des ateliers, parce que c'est eux, donc cette nouvelle personne arrive, qui vont les former sur un poste, leur apprendre, etc., ils n'ont pas forcément les retours qu'ils pourraient espérer du fait d'avoir en plus ce statut-là, qui n'est pas valorisé par l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a un grand enjeu et une dynamique qu'on a lancé de les référencer
et de les valoriser. Donc de faire apparaître sur ces personnes-là les compétences, la capacité, et donc en fait de nuancer entre je maîtrise une compétence et je maîtrise et je sais former sur cette compétence. Donc ça c'est pas mal de discussions qu'on a en cours, parce qu'en fait les personnes pourraient aussi se désintéresser de faire ça, parce qu'en fait je le fais tout le temps et on me remercie jamais, donc peut-être que je vais arrêter. Et après, ce qui permettrait aussi de les préserver, c'est tout simplement de préserver l'activité qui est autour. C'est-à-dire que si un jour il y a une certaine étape de l'assemblage du mouvement d'une montre qui n'est plus nécessaire, de par la conception robuste ou autre, on peut avoir la disparition de cette tâche. Et cette préservation-formation va plutôt se retrouver dans les services après-vente, on n'a pas encore les montres anciennes. Et donc en fait, il faut garder les compétences en interne des personnes qui sont capables de faire ça et de former et de transmettre pour pas qu'il y ait une perte de savoir-faire et de compétences clés pour l'entreprise. Donc je dirais visibiliser et conserver dans le produit, faire attention à l'enchaînement. Ça a au moins permis de la révéler. Voilà, révéler cette activité invisible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie pour partager votre terrain avec nous, c'est vraiment très très instructif. J'ai une question sur le mode de recherche-intervention. On sait que c'est quelque chose qui est toujours un petit peu difficile à cerner, de comprendre exactement ce qu'il y a derrière la recherche-intervention. Donc vous qui le vivez dans votre chair, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui pour vous aujourd'hui, depuis que vous avez commencé, coche un peu les cases de la recherche-intervention? Est-ce que vous aimeriez encore rajouter pour vous dire je suis à 100%, ce qui n'est pas possible, mais dans la recherche-intervention idéale telle que moi je la vois? Merci beaucoup pour votre question. Donc je vais essayer d'y répondre malgré le peu de recul que j'ai actuellement sur ce process, vu qu'en fait on m'y a un peu jeté dedans sans que je m'en rende compte au début. Alors pour moi, donc, recherche-intervention, donc déjà c'est avoir un lien avec un terrain très fort, une accessibilité au terrain assez importante, et en fait prendre part dans le terrain à des réflexions, à des discussions, à des projets. Donc là, c'est une certaine posture par rapport au terrain qui nous permet aussi de l'influencer. Ensuite, donc, c'est ne pas avoir la posture d'observateur, mais avoir la possibilité quand même d'observer, de discuter avec les personnes. Et ensuite, c'est avoir derrière un laboratoire d'autres chercheurs avec qui on peut discuter et prendre du recul sur ce terrain. Donc en fait, d'un côté un accompagnement entreprise, dans mon cas, donc mon terrain est une entreprise, et de l'autre côté un accompagnement laboratoire fort. Ça amène ça amène quand même des questions. Donc on arrive en entreprise, on doit se positionner en tant que partenaire. Quelle est la question de partenaire? Au final, moi j'ai quand même des managers là-bas. Donc comment je suis en lien avec ces managers? Comment je dois répondre? Comment ils doivent aussi me manager? On parlait des questions de management hier. Comment je suis placée par rapport au reste de l'équipe? Donc en fait, on a une posture quand même particulière. Je ne suis pas traitée de la même manière que l'équipe, et tant mieux parce que je ne fais pas la même chose et je fais quand même une recherche. Et en même temps, donc, je ne suis pas quelqu'un de lambda dans l'entreprise et on a une certaine étiquette qui reste. Je n'ai pas la présomption de savoir ce qui est une très bonne recherche d'intervention et cocher toutes les cases. Moi, c'est les cases que je vois. Et je pense que j'ai encore des problèmes dans la suite. Je vais peut-être avoir d'autres problématiques qui vont apparaître de cette posture-là. Merci. Bonjour, j'ai une question peut-être en lien avec ce que vous évoquiez dans votre posture d'observatrice, à savoir comment a été justifiée votre intervention auprès des personnes que vous avez interrogées sur le terrain, comment ils vous ont accueilli, et par la suite j'ai compris que vous avez eu un échange avec le management sur vos conclusions. Est-ce qu'eux-mêmes ont eu une restitution de ce qu'ils avaient évoqué et de ce qui avait été en fait? Merci pour la question. Du coup, la question c'est quelle posture j'ai avec les personnes au quotidien quand je me présente et... Comment vous avez été présenté? Ouais. On a été au début présenté comme stagiaire, parce qu'on était stagiaire, mais toujours, on était deux stagiaires dans un camp, un peu rattachés à rien. Pas
rattaché à tout et à en même temps, quoi. Voilà, on se dit pas qu'une équipe, c'est très particulier comme position. Et donc, du coup, notre position, on l'a justifiée tout le temps en disant que derrière, on travaillait avec une équipe de chercheurs. Donc, on ne s'est jamais dissocié de cette équipe-là. Et quand on se présentait auprès des équipes, on dit on vient réfléchir sur telle thématique, mais à question ouverte, en fait. On n'a pas un projet, une deadline, et on doit rendre telle donnée à tel moment. En fait, c'est aussi le fait de ne pas vendre quelque chose aux équipes. C'est difficile d'arriver et de dire je vais travailler sur votre bien-être, je vais faire tout pour que ça va changer, il faut qu'on ait des résultats dans 6 mois en fait. Donc, mais souvent, ce qu'on va toucher va peut-être arriver d'ici des années. Donc, on a parfois aussi des retours de perte de temps. L'impression que les personnes perdent du temps avec nous parce que j'ai passé, toute mon équipe a passé tant d'heures avec cette personne et derrière il se passe quoi en fait. Et donc, c'est vrai qu'on réfléchit sur des questions à temps plus long. Mais donc voilà, on a toujours été amenés comme des stagiaires, partie prenante de l'entreprise, mais qui réfléchit sur des questions plus ouvertes. Aujourd'hui, je suis considérée comme une externe. Je ne suis plus directement directrice d'entreprise, j'ai un contrat d'externe, mais avec une appartenance à des départements. Donc maintenant, je suis rattachée à différents départements, RH et innovation dans l'entreprise. Et donc à chaque fois, je me présente comme deux facettes de cette entreprise, mais toujours en précisant que je fais une thèse et donc je réfléchis sur des questions différentes. Et après, par rapport au retour des managers, on avait un peu peur et en fait, c'est quand même très bien passé. Donc après 6 mois, ils ont vu des résultats concrets de ce qu'on a fait. C'était chouette d'avoir ce retour de dire ce que vous nous dites est très intéressant et ça va nous servir par la suite. Et c'est même eux qui ont poussé la suite du projet. On a fini avec les questions. On va arrêter là pour la présentation. Un grand merci à Justine pour ce soir. Merci à Dominique pour le rebond justement par rapport à la présentation de